Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle vidéo nous allons voir les figures de style, notion très importante quand vous êtes en bac pro, même en troisième. C'est des notions super importantes et vous allez les retrouver jusqu'à la fin de vos études, que vous soyez dans des milieux professionnels, dans des études professionnelles ou même dans un bac général ou dans des études un petit peu plus poussées. Les figures de style sont super importantes parce que à partir du moment où vous avez une dissertation ou quelque chose comme ça, vous devez trouver les figures de style. Donc tout d'abord, que sont les figures de style? Elles sont aussi parfois appelées figures de rhétorique. Il s'agit d'un procédé d'expression qui est utilisé par l'auteur ou à l'oral un interlocuteur. Le but, c'est de produire un effet, comme par exemple émouvoir, séduire, convaincre ou attirer l'attention chez le lecteur ou l'allocuteur. Une figure de style, c'est un décalage entre votre façon de parler habituelle et ce que vous allez exprimer pour produire l'effet. Ces figures de style, elles sont regroupées par effet. On a les figures de l'analogie, donc c'est-à-dire la comparaison, de substitution, d'opposition, d'amplification, d'atténuation et de construction. On va commencer par les figures de l'analogie. Donc évidemment, cette vidéo n'a pas le but de répertorier toutes les figures de style. Cette liste, elle est vraiment pas exhaustive. Il y en a plein d'autres. Dans cette vidéo, on va surtout voir les plus importantes. Donc tout d'abord, on a la comparaison, la métaphore, l'allégorie et la personnification. Donc la comparaison, il s'agit d'un comparé qui en fait représente la réalité avec un point commun, un mot-outil. Donc là, il y a des exemples comme pareil à, ressembler à, plus que, et un comparant qui est l'image. Donc si on prend un exemple, cet enfant, c'est le comparé parce qu'il s'agit d'une réalité. Mange, c'est le point commun et comme le mot-outil, et le comparant, un ogre. Donc l'enfant et l'ogre ont pour point commun le fait de manger, et l'enfant est comparé à un ogre. Si on prend un exemple, le cheval était rapide comme un éclair. Le cheval, c'est le comparé, il fait référence à la réalité. Le point commun, c'est la rapidité. Le mot-outil, c'est comme. Et le comparant, c'est un éclair. Pour la comparaison, normalement, c'est assez simple. Ensuite, on va passer à la métaphore. La métaphore, c'est en fait une comparaison sans mot-outil. Donc on a le comparé qui est la réalité, le comparant l'image. Et puis, c'est une comparaison avec des sous-entendus. Puisqu'il n'y a pas de mot-outil, il va falloir chercher plus loin que ce que l'on vous montre au premier abord. Dans cet exemple, vous pouvez vite vous apercevoir qu'il y a un sous-entendu. Cet océan de blé est superbe. Un océan de blé, ça n'existe pas. L'océan, en réalité, c'est le champ. Cet homme d'affaires est un requin. Pareil, on n'a pas de comparant, on n'a pas de mot-outil, pardon, mais on a bien une métaphore. On a bien une comparaison entre un homme d'affaires et un requin, et vous voyez que le point commun est sous-entendu, il n'est pas clairement exprimé. Ensuite, la métaphore filée s'étend dans un texte sur un même thème, et une métaphore filée, c'est plusieurs métaphores sur un même thème dans un texte. Par exemple, un texte de Victor Hugo, un extrait de poème de Victor Hugo. L'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant grandeur jusqu'alors épargné, le malheur bûcheron sinistre était monté, et lui chêne, vivant par la hache insultée, tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches, il regardait tomber autour de lui ses branches. On a comme un arbre qui est une comparaison. Ensuite, ce qui s'affiche en bleu, ce sont des métaphores. Géant, grandeur, bûcheron sinistre, chêne vivant par la hache et ses branches. Tout cela, ce sont des métaphores, et le fait d'avoir plusieurs métaphores, c'est donc une métaphore filée. Ensuite, l'allégorie. Une allégorie, c'est le fait de lier une notion abstraite à quelque chose de concret.
Exemple, le temps, qui est une notion abstraite, on ne peut pas le toucher. L'allégorie du temps, c'est le sablier, quelque chose de concret. Pareil, la paix, quelque chose d'abstrait, une idée. Et son allégorie, c'est la colombe. On le retrouve dans le texte des Contemplations de Victor Hugo. Je vis cette faucheuse, elle était dans son champ, elle allait à grands pas moissonnant et fauchant. La faucheuse n'est pas du tout à prendre au premier sens, il s'agit en réalité de la mort. Ensuite, la personnification, comme son nom l'indique, vous pouvez très bien entendre dans personnification, personne. Il s'agit en fait de donner des traits humains, des traits à quelque chose qui n'est pas du tout humain. Par exemple, la vague en chuchotant glisse dans ton sommeil. Une vague d'eau ne chuchote pas. Seul un humain chuchote. Ensuite, on passe aux figures de substitution. Donc dans ces figures de substitution, on va en relever que deux, la métonymie et la périphrase. Donc une métonymie, c'est un raccourci parce que l'on va nommer l'objet par quelque chose qui lui est proche. Je m'explique, je bois un verre, vous n'allez pas boire le verre, mais son contenu. Je lis un Balzac, vous ne lisez pas la personne Balzac, mais vous lisez bien le livre de Balzac. Donc il s'agit bien d'un raccourci et vous allez du coup nommer l'objet par soit son contenant, sa cause, etc. La périphrase, c'est un détour. Vous n'allez pas dire clairement le mot, mais vous allez tourner autour du pot. Par exemple, lorsque vous êtes un étranger en Angleterre, vous ne savez pas forcément tous les mots. Et pour exprimer votre mot, vous allez utiliser une phrase pour expliquer, pour définir, pour donner une caractéristique de votre mot. Par exemple, le 7e art, c'est le cinéma. Ça s'appelle une périphrase parce qu'on ne dit pas clairement le cinéma, mais on donne la caractéristique qui est l'art. La ville lumière, c'est Paris. Et pareil, là, on ne dit pas clairement Paris, mais on donne la caractéristique en tournant autour du pot. Ensuite, les figures de l'opposition, on a l'antithèse, l'antiphrase, l'oxymore et le chiasme. L'antithèse, c'est le fait d'opposer deux termes dans une même phrase. Ces deux termes-là ne sont pas forcément côte à côte. Par exemple, j'ai su monter, j'ai su descendre. Monter et descendre sont deux termes opposés qui se retrouvent dans la même phrase, mais pas forcément côte à côte. Certains aiment le jour, d'autres préfèrent la nuit. Pareil, jour et nuit sont opposés. Ils sont dans la même phrase, mais pas côte à côte. Il s'agit bien d'une antithèse. Ensuite, passons à l'antiphrase qui exprime une idée par son contraire. C'est ce que l'on appellerait de l'ironie. Par exemple, c'est super bon pourrait être c'est dégoûtant. C'est le fait de vraiment dire l'inverse de ce qu'on pense. Quel courage pour dire à quelqu'un de lâche. Ensuite, l'oxymore, c'est le fait de opposer deux mots qui sont de sens opposé dans une même expression, donc c'est-à-dire presque collés. Par exemple, mort-vivant, clair-obscur sont des oxymores puisque vous voyez bien qu'ils sont collés et pourtant ils sont de sens opposé. Silence assourdissant, c'est pareil, ils sont collés et pourtant bien opposés. Ensuite, le chiasme, il s'agit d'une construction de 4 éléments qui sont inversés. Dit comme ça doit être assez compliqué. Voici un exemple. Des cadavres dessous et dessus des fantômes. Cadavre va donc avec fantôme et dessous avec dessus. Vous voyez que A passe après, B passe avant. Donc ça vous donne une structure A, B, B, A. Les termes peuvent être synonymes ou opposés. C'est l'inversion de la construction qui prime. C'est surtout utilisé, le chiasme est surtout utilisé en poésie, puisque en poésie, les vers permettent une structure un petit peu plus réglée que dans la prose. Ensuite, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Pareil, chantait, mourait, bas, haut. Ensuite, les figures de l'amplification. On a l'hyperbole, l'anaphore, l'accumulation, la gradation et la paronomase. L'hyperbole amplifie les termes pour mettre en valeur un objet ou une idée. C'est vraiment l'excès et d'ailleurs c'est la caractéristique de ce que l'on appelle le genre épique.
l'épopée. Il n'avait pas un camarade mais des millions. On est bien d'accord que avoir des millions de camarades, c'est très exagéré. Je te l'ai déjà répété une centaine de fois. Dans cette expression-là, centaines de fois, c'est également une exagération, donc c'est une hyperbole. Ensuite, l'anaphore, c'est le fait de reprendre le même mot au début de plusieurs vers. C'est souvent le cas dans la poésie, mais ça peut être également le cas dans des textes en prose. C'est pour ça que l'anaphore est également présente lorsque le mot est répété en début de phrase. Dans l'océan de ta chevelure, dans les caresses de ta chevelure et dans l'ardent foyer de ta chevelure, dans, qui est répété au début de chaque vers de la poésie de Baudelaire, est une anaphore. Ensuite, l'accumulation, c'est la succession de plusieurs termes, un petit peu comme une liste de courses. Vous pouvez le voir dans l'extrait de Bellamy de Guy de Maupassant qui s'affiche. Des vers contenaient des liquides rouge, jaune, vert, brun, de toutes les nuances. Rouge, jaune, vert, brun, c'est une succession de termes, donc c'est bien une accumulation. Ensuite, la gradation, c'est en fait une accumulation, mais on va ranger les mots de la liste selon une progression, alors généralement croissante ou décroissante. Par exemple, la tirade de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Cap, pic, cap, péninsule sont rangés du plus petit au plus gros. Cet extrait est tiré d'une tirade de Cyrano de Bergerac qui se moquait de la grosseur de son nez. Ensuite, la paronomase, c'est le fait de rapprocher deux termes dont la prononciation est proche dans une même phrase. C'est ce que l'on appellerait des paronymes lorsqu'on étudie les mots en eux-mêmes. Vous savez qu'il y a des synonymes, c'est-à-dire deux mots de sens proche. Les antonymes, ce sont deux mots de sens contraire. Et les paronymes, ce sont deux mots qui ont une prononciation très très proche. Donc là, la paronomase, qui reprend ce terme de paronomie, c'est le fait de rapprocher des mots qui ont une prononciation proche. Le vin nouveau n'est pas plus vrai, le lin nouveau n'est pas plus frais. Donc là, vin et lin ont une prononciation très proche et vrai et frais pareil. Donc il s'agit de deux paronomases dans notre phrase. Ensuite, l'atténuation, litote et euphémisme. La litote, c'est le fait de dire moins pour faire sous-entendre plus. Par exemple, va, je ne te hais point de Le Cid de Corneille, c'est pour dire je t'aime. L'euphémisme, qui lui par contre est vraiment le contraire de l'hyperbole, puisque là c'est vraiment atténué. Dans le cas de l'hyperbole, on va exagérer, et l'euphémisme, on va choisir nos mots, choisir nos constructions et nos formulations pour que les termes soient plus doux et moins forts. Par exemple, elle est partie, elle a rendu son dernier souffle et elle s'en est allée. Signifie elle est morte, mais ça atténue vraiment l'idée déplaisant du décès. Ensuite, les figures de construction. Donc là, on va pas franchement partir sur des figures d'image, mais plutôt sur la construction de la phrase ou du texte. Donc on va avoir le parallélisme, l'ellipse, l'anacolute, la synthète, et la question rhétorique. Donc tout d'abord, le parallélisme, c'est la répétition d'une même structure syntaxique. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. On a donc le sujet, un adjectif, le mais qui est une conjonction de coordination, et habile l'adjectif. Donc on a bien une même construction. Hormis le verbe qui est absent dans la seconde phrase, on a bien sujet, adjectif, conjonction de coordination et adjectif. Ensuite, l'ellipse, qui signifie omission, c'est le fait de ne pas dire certains éléments. Le fait de ne pas dire certains événements, vous allez vite vous en rendre compte, parce qu'en réalité, vous ne lisez pas ces événements-là ou ces éléments, mais vous allez les deviner. Par exemple, je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle, de Jean Racine.
signifie qu'aurais-je fait si tu avais été fidèle. Là, on a enlevé le si tu avais été, mais en réalité, ça se devine. Vous ne le lisez pas, mais ça se devine. Donc c'est une ellipse. Et l'ellipse se retrouve par exemple dans une œuvre dans son intégralité. Lorsque lisez le livre, il y a des éléments qui ne sont pas racontés et pourtant vous pourriez limite les deviner. Ce sont des ellipses aussi. L'anacolute, c'est une rupture dans la construction d'une phrase. Autrement dit, quand vous allez lire la phrase, vous allez vous demander s'il n'y a pas une erreur de l'auteur, s'il n'y a pas, si l'auteur sait écrire même, parce que des fois c'est un peu compliqué. Par exemple, Jean de La Fontaine, « Éploré du vieillard, il grava sur le marbre ». Est-ce que cette phrase-là se comprend à la première lecture? Pas vraiment. Et du coup, ça fait partie de la figure de style. Ensuite, la synthèse, il s'agit d'une absence de mots de liaison entre les groupes de mots ou propositions. Par exemple, le jour tombait, la terre devenait grisâtre, j'attendais l'œil fixé sur la ligne des arbres où l'un des deux chemins conduisait tout droit. J'étais inquiet. On aurait pu mettre des petits mots après chaque point pour lier ces phrases-là, pour que ça fasse moins dur à l'écoute. Là, c'est vraiment, on met les mots, les phrases bout à bout, sans prendre en considération la liaison. Généralement, c'est un petit peu ce que font les enfants au primaire lorsqu'ils racontent une histoire, ils ne mettent pas des mots de liaison. Ils écrivent bout à bout. Ensuite, la question rhétorique, c'est tout simplement une question, une interrogation qui ne demande pas de réponse. Autrement dit, on vous pose une question, mais vous n'avez pas à répondre. Est-ce que c'est logique ou parce que c'est ironique? Par exemple, tu penses vraiment que je n'y ai pas pensé? C'est une question rhétorique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, dans cette vidéo, il n'y aura pas de quiz parce que c'est assez compliqué, je pense. Si vous voulez relire la vidéo, je préfère ne pas mettre de quiz pour éviter d'alourdir cette vidéo-là. Le mieux, ce serait d'apprendre presque par cœur vos figures de style. Ce sont les figures de style de base. Il y en a plein d'autres, mais ce sont vraiment celles les plus importantes. Donc n'hésitez pas à relire cette vidéo. Étant donné que c'est une notion très très compliquée, il faut que vous vous mettiez au point dessus parce que vraiment, peu importe vos études, peu importe votre niveau scolaire, les figures de style sont super importantes. Par exemple, en terminale, vous avez des textes et lorsqu'on vous pose des questions, même si on ne vous le dit pas clairement dans la consigne, en fait, on sous-entend que vous devez vous appuyer sur des figures de style ou des faits d'écriture. Les faits d'écriture regroupent en fait les figures de style et tout ce qui est évident dans votre texte. Donc vous pourrez ajouter également le champ lexical, tout ce qui est phrases, construction de phrases, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis j'essaierai peut-être de refaire une ou deux vidéos sur les figures de style parce que même si celle-là de vidéo a pour but d'être assez brève, elle ne regroupe pas toutes les informations. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner pour d'autres vidéos.